Alors, on va lancer la deuxième conversation en attendant que vos collègues reviennent. En suite logique de la première table ronde qu'on a eue, donc cette deuxième conversation se penchera sur la question de la transition et du lien entre la ville et l'hôpital et interrogera notamment la question de la territorialité. Comment créer et renforcer le lien entre le monde hospitalier et libéral, comment déployer des projets qui regroupent l'ensemble des acteurs de santé et comment s'inscrire dans une vraie démarche d'accès aux soins. J'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde 5 intervenants qui ont des profils très différents, mais qui jouent tous un rôle essentiel au sein de leur territoire pour entretenir cette relation entre la ville et l'hôpital. Donc, j'accueille donc Michel Thirier, directeur d'hôpital et ancien délégué régional de la FHF, à ma droite. Alain Guinamant, directeur du centre hospitalier de Carcassonne. Le docteur Maurice Bensoussan, président de l'URPS Médecins Libéraux Occitanie. Et le docteur Valérie Jacob Coraza, pharmacienne au centre hospitalier d'Alès-Cévennes. Jusque-là, j'ai tout bon. Et Isabelle Comte, qui est tout au bout, directrice de la CPAM du Tarn. Alors, petit rappel pratique comme tout à l'heure. Donc, vous avez tous à peu près 12 à 13 minutes d'intervention et ensuite, on aura un petit quart d'heure pour les questions. Alors, Michel Thirier, donc vous êtes directeur d'hôpital et ancien délégué régional de la FHF. Vous avez réalisé conjointement avec l'URPS Médecins Libéraux Occitanie, donc représenté par le docteur Bensoussan à côté, un état des lieux des relations entre la ville et l'hôpital. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est construit et quels sont les constats? Est-ce que je peux te donner un remerciement personnel à l'adresse de la présidente, Madame Lenire, et un grand bravo à l'équipe, parce que c'est un beau résultat, je trouve, cette initiative des universités. Donc je voulais le dire publiquement. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai un diaporama qui est assez court, donc c'est 13 minutes, et donc je respecterai le temps. La relation ville-hôpital, au fond, elle est consubstantielle à l'organisation des soins sur les territoires, elle est aussi consubstantielle à la formation, notamment des médecins, puisque donc ce sont des parcours qui sont largement partagés très tôt dans les études médicales. Et donc l'idée générale qui prévaut, c'est que quand on se connaît bien, on peut bien fonctionner ensemble, mais à l'évidence, les choses sont plus compliquées que ça. Et donc à l'échelle de la région Occitanie, qui a une particularité, c'est une grande région, il y a 13 départements. Il y a des organisations hospitalières qui sont nombreuses, maintenant regroupées dans des groupements hospitaliers de territoire. La FHF a souhaité, avec le concours de l'URPS, et je salue le président Maurice Bensoussan, qui a accepté aussi de travailler à nos côtés, de poser un regard croisé sur les relations qui existent entre, on va dire, les dispositifs de soins hospitaliers et l'exercice de la médecine dite de ville ou ambulatoire sur l'ensemble de la région, ce qui ne s'était pas fait jusqu'alors. Et donc, fort de ce constat, on a essayé effectivement de tirer un certain nombre et de conduire un certain nombre de projets opérationnels qu'on vous présentera, et en particulier un qui sera porté et présenté par mon collègue Alain Guinamant. Alors, quels ont été les facteurs déclenchants de cette démarche? Bon, elle a débuté en 2017, elle s'est projetée sur les territoires, sur 3 territoires en 2018, et en 2019, d'autres territoires vont être concernés, puisque nous avons, à l'échelle des groupements hospitaliers de territoire, 14 dispositifs hospitaliers installés sur les territoires d'Occitanie. On a fait en fait un constat partagé avec les médecins libéraux. Premièrement, c'est que au fond, vous décomptez mon temps? Non. La patientèle est la même. Les préoccupations en termes d'accès aux soins sont les mêmes. La population requérante de soins augmente et les ressources, notamment médicales, sont tout le moins constantes, voire dans certains cas baissières sur un certain nombre de spécialités. Et donc on avait 4 leviers en fait d'action. Le premier, c'est qu'il faut une volonté politique.
Et donc les présidents, notamment le président Maurice Bensoussan et le président de la FHF Occitanie, et le professeur François Chollet, avaient cette volonté. Et je crois qu'on a pu avancer grâce à eux. Et il faut de la suite dans les idées. C'est important que ces dispositifs, ces travaux soient portés sur du moyen et du long terme. Deuxièmement, nécessité d'anticiper. En 2017, on souhaitait anticiper sur, c'est un peu prétentieux, sur la réforme du système de santé, puisqu'on nous annonçait le décloisonnement entre la ville et l'hôpital, puisque c'est l'économie générale du projet d'Agnès Buzyn, et il nous a semblé important de prendre tout de suite l'angle, effectivement, de cette politique de décloisonnement. Donc dès 2017, on a conduit cette réflexion ensemble. Et puis un intérêt à agir ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a un phénomène de bascule des séjours dits temps complets à l'hôpital vers ce qu'on appelle des séquences ambulatoires de manière beaucoup plus forte aujourd'hui. Et donc il fallait effectivement s'interroger sur les impacts de cette transformation. Et enfin, éviter des planifications hasardeuses, comme parfois on peut nous le proposer. Vous savez, c'est des démarches un peu top-down, où effectivement il faut essayer d'installer 1000 CPTS, organiser les MSP un peu partout. Donc on s'est dit, soyons aussi nous acteurs de cette réflexion et partons un peu du terrain pour avancer. Alors, à partir de ces constats partagés, on a essayé de travailler sur les marges de progression et d'amélioration qui étaient connues, mais jusqu'alors, on en avait peu parlé sur le plan régional. Quelles sont-elles? Bon, elles sont d'évidence assez identifiées par vous, j'imagine, par les usagers. C'est les freins culturels et les méconnaissances réciproques qui persistent encore. Ça, c'est une donnée importante. Donc, je fais grâce des verbatims. Des informations qui circulent mal sur les projets. On a encore ces situations qui constatent des défauts ou des ruptures d'information entre la ville et l'hôpital. Et enfin, on a des clés, des leviers dont on a parlé un peu tout à l'heure, sur la question notamment des outils de coordination qui sont encourageants et qui vont permettre d'avancer, en particulier l'organisation et la structuration du secteur libéral, dont on parlera très probablement, et Maurice Bensoussan sur les CPTS, le système d'information partagé comme les messageries, ou d'une façon générale ce qui se met en place à travers les politiques de poste partagé ville-hôpital, où on pense aujourd'hui une carrière hospitalière ne se fait pas qu'à l'hôpital, elle peut se faire aussi en ville. Avec des différences qui sont marquées sur nos territoires. Le territoire de l'Occitanie, c'est un territoire qui est très contrasté. Et ces différences-là, il faut les prendre en compte dans la réflexion. Donc on a essayé de les prendre en compte du point de vue notamment de la démographie médicale. On n'a pas les mêmes ressources à population identique et à besoins de santé identiques sur les différents territoires. C'est une évidence. Entre l'Est et l'Ouest, entre des villes métropolitaines et des zones plus rurales, la réalité, elle est contrastée. Les types d'exercices également. On a des couronnes qui sont des couronnes parfois de concurrence, en particulier entre de l'offre privée et publique, qui vont effectivement influer sur la capacité d'organisation du système de santé et de l'accès aux soins. L'histoire et les liens personnels, je l'ai dit tout à l'heure en évoquant la question de la formation médicale. La taille, l'histoire, la composition des GHT, il y en a 14, il y en a qui sont portés par des CHU, donc des très gros ensembles, d'autres qui sont portés par des établissements moyens, d'autres encore plus petits. Donc on a une hétérogénéité là également de l'offre hospitalière organisée en groupe. Et enfin, donc les degrés d'organisation, d'une part des libéraux entre eux, mais d'autre part avec les hospitaliers entre eux, qui sont différents, et les outils disponibles sont aussi différents. Tout à l'heure, on nous parlait de la fracture numérique. Il y a une fracture technique aussi. Vous avez des territoires où vous n'avez pas de 4G. Donc quand on parle effectivement de l'accès à des outils numériques, il faut aussi qu'on ait du haut débit partout dans la région Occitanie, parce qu'on ne peut pas travailler. Alors, de ces niveaux, de cette réflexion diagnostique, on a identifié, on a fait des monographies territoriales de maturité relative avec 3 niveaux de territoire qui ont des maturités en termes de relations différentes. Et on les a positionnés, dit dans des groupes de territoires moins avancés. Bon, on les cite, mais ils ont plutôt vocation à évidemment progresser en la matière.
des territoires intermédiaires et des territoires plus avancés. Donc le choix, notamment du pilotage de la démarche, ça a été de travailler non pas sur ce qui peut être le plus réussi d'une certaine façon ou le plus en difficulté, mais sur la zone intermédiaire qui concerne donc un certain nombre de départements. Donc vous en avez cité quelques-uns, 3 qui ont été engagés sous la forme de réflexion ville-hôpital, le Tarn-et-Garonne, l'Ouest Audois, le collègue est là pour en parler tout à l'heure, l'Est-Hérault, Sud-Aveyron. Alors, du diagnostic, on a sorti un certain nombre de modèles, donc je vous fais grâce. Alors, les modèles, c'est à la mode, parce que tout le monde cherche effectivement des solutions à travers les modèles, mais des modèles qui permettent de modéliser ce lien ville-hôpital. Alors, il y en a, là, j'en présente 2 rapidement. Un modèle qui est plutôt un modèle de définition de la simple gouvernance des relations, parce que parfois, elle n'existe pas, ou elle n'est pas formalisée, donc il faut la mettre en place. Donc, on est dans des niveaux minimaux de modélisation donc de la relation ville-hôpital, donc c'est de la gouvernance. Demain, évidemment, on va avoir un dispositif qui est celui des CPTS, donc qui va très probablement 3 minutes, d'accord, très probablement favoriser donc ces réflexions jusqu'à des travaux avancés. Vous verrez que dans l'exemple qu'on présentera tout à l'heure, on a pris le parti de construire, de co-construire des projets de parcours qui sont donc à vocation d'être répliqués. Et donc c'est le directeur de Carcassonne qui vous en parlera. Voilà. Un autre schéma rapidement, donc de gouvernance partagée. Alors, on a essayé aussi de réfléchir sur ce qui pourrait être la place effectivement du patient, de l'usager. La question du cadre institutionnel du patient auteur. J'aime beaucoup ce qu'a dit le directeur de l'I2L et de I2ML. Je pense qu'il faut effectivement que les patients soient auteurs de cette réflexion, de la relation ville-hôpital, patient ou usager. Et que ça s'incarne effectivement dans les dispositifs nouveaux d'instances de coordination. Parce que le problème, c'est on a quand même tendance en France à être des fervents défenseurs de la morphogénèse. Hein. Donc on fait grossir les structures en créant d'autres structures. Et donc le regard du patient a de ce côté-là une vraie plus-value en termes de principe de réalité qui est nécessaire dans notre travail de tous les jours. Voilà, donc vous avez un schéma, je ne veux pas vous le détailler. Et donc pour arriver donc dans la présentation à vous présenter ce qui a été conduit sur l'Ouest Audois donc au cours de l'année 2018 et qui se prolonge en 2019. Je vous remercie. Vous avez une question d'introduction ? Alors, Monsieur Guinamant, donc en tant que directeur du centre hospitalier de Carcassonne, lors de l'inauguration de votre centre hospitalier en juin 2018, Agnès Buzyn a souligné la vocation de l'hôpital à être, je cite, un lieu de passage spécialisé, intégré dans un parcours de soins. Comment vous inscrivez-vous dans ce parcours ville-hôpital ? Merci, je suis très content d'être à Albi. On a construit notre présentation pour que finalement mon intervention soit un peu une illustration de ce que Michel vient d'évoquer, de tout le travail qui a été porté donc conjointement avec l'URPS depuis maintenant 2 ans. L'idée étant que après avoir fait ce travail d'analyse assez vaste, on se retourne vers les acteurs qui sont directement concernés. On avait choisi la dimension du territoire qui correspondait à celle des groupements hospitaliers de territoire, parce qu'il fallait bien choisir la dimension d'un territoire. Et je vais vous expliquer un peu comment nous, on s'y est pris dans l'Ouest Audois, puisque la particularité du département d'Aude... Alors ça, c'est une carte, je ne vous fais pas l'injure de situer Carcassonne, quand même. Il se trouve qu'on a fait cette présentation il y a quelques mois à Porte de Versailles à Paris, donc c'était un peu plus pertinent qu'ici à Albi. Voilà, donc dans le département de l'Aude, il y a 2 groupements hospitaliers territoires. Il se trouve qu'il y en a un qui est situé autour de Carcassonne avec Castelnaudary et Limoux, et donc c'est vrai que ça paraissait intéressant dans le prolongement, ou plutôt en accompagnement de toute la réflexion qu'on a portée depuis 2016 dans le cadre de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, qu'on prolonge ce travail, hein, puisqu'on avait identifié assez rapidement que l'une des dimensions, sinon la dimension principale, c'était bien maintenant de travailler l'ensemble des sujets autour de la prise en charge des patients avec les acteurs de la ville.
Alors comment on s'y est pris? Alors là aussi c'est pareil, en guise de préambule, ça n'est qu'un exemple, c'est une illustration de ce qu'on a cherché à travailler dans l'Ouest audois. Ça n'a pas vocation à constituer un modèle, c'est simplement la façon dont, à un moment donné, des acteurs, des représentants de l'URPS locaux, avec des représentants hospitaliers, et puis en même temps, toutes les personnes qu'on a voulu rassembler tout de suite autour de ces questions-là, ont pu se donner comme objectif, comme ambition, comme élément de méthode pour travailler ces questions-là. Donc, je l'ai dit, l'URPS, les représentants de la FHF, on a pensé, un peu comme l'indiquait Michel, que ça fait longtemps qu'on parle de la nécessité d'améliorer la relation entre la ville et l'hôpital. Et peut-être qu'il était nécessaire, en tout cas localement, puisque ça correspondait un peu à la situation de l'Ouest audois, de créer non pas une structure ou un énième comité supplémentaire, mais en tout cas de faire en sorte qu'il existe un lieu identifié avec des représentants de nos structures qui se donnent pour ambition de se revoir régulièrement et de travailler concrètement sur des choses qui ont à voir avec la prise en charge des patients. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a décidé dès le départ de travailler sur l'organisation de parcours. Voilà. Parce que ça nous paraissait être... Ouais, tu peux passer à la prochaine. Finalement, le trait d'union qui nous rassemblait, qui nous réunissait autour de la prise en charge des patients. Alors, simplement pour faire écho à la discussion et aux échanges de tout à l'heure, à ce stade, nous n'avons pas encore associé à nos travaux les usagers eux-mêmes, les représentants des usagers. On le fait dans nos établissements en y associant, en tout cas c'est ce que je m'efforce de faire à l'hôpital de Carcassonne, en y associant les représentants des usagers qui participent au fonctionnement de l'hôpital, mais pour l'instant on l'a pas fait parce que il y a aussi un objectif d'opérationnalité qui faisait que, dans un premier temps, constituer ce groupe, parce que même si le territoire est relativement restreint et le nombre d'acteurs est relativement limité, assez rapidement, on se rend compte que ça fait beaucoup de monde autour de la table. Et pour travailler ces questions de parcours, là aussi, on s'est donné une ambition de démarrer et puis progressivement d'élargir, quitte même autour des thèmes qu'on choisissait, à le faire en fonction des spécialités ou de l'organisation. Donc, une méthode pragmatique, des séquences courtes, des actions ciblées. L'idée étant, et c'est toujours surprenant pour quelqu'un, moi ça fait 4 ans que je travaille à Carcassonne, on est toujours surpris de constater que finalement les hospitaliers connaissent pas très bien les médecins libéraux. Alors s'ils les connaissent, c'est parce que le hasard ou la spécialité a fait qu'ils ont des correspondants localement, mais la connaissance est quand même très limitée. C'était aussi l'une des ambitions de la constitution de ce groupe de travail. Donc, pour éviter là aussi, compte tenu de la dimension du sujet et des thématiques qui sont extrêmement vastes, il a fallu qu'on se concentre sur quelque chose. On a retenu le parcours du cancer du sein parce que il nous semblait, en discutant ensemble, que ça pouvait illustrer à la fois la façon dont les uns et les autres conçoivent ce parcours, s'inscrivent dans ce parcours, et puis ça permettait également d'illustrer assez bien les difficultés qu'une patiente peut rencontrer à chacune des étapes de son parcours pour que les choses se passent du mieux possible. C'est aussi un problème, bien entendu, de santé publique dans le département de l'Aude, autour du dépistage, parce qu'on y a associé l'ADOC, qui est l'association qui s'occupe de repérer le dépistage cancer du sein, en particulier que seuls 40% des femmes qui sont éligibles au dépistage se font effectivement dépister tous les ans, ce qui veut dire qu'il y a environ 20 000 femmes tous les ans qui échappent au dépistage du cancer du sein. Donc ça en soi, ça constituait une problématique. Puis par ailleurs, j'ai oublié de le dire, on a associé aussi à cette réflexion. Il se trouve qu'à Carcassonne, il y a 2 établissements de santé, il y a l'hôpital et puis il y a une clinique privée. Et dans cette clinique privée, il y a également des opérateurs qui interviennent dans le domaine de la cancérologie. Et moi, il me paraissait absolument incohérente qu'on ne puisse pas les associer à ce travail. Donc ils ont été associés dès le début. Et parmi les objectifs qu'on s'est donnés et qui nous ont d'ailleurs été
directement conseillés par les médecins généralistes qui participaient avec nous à ce travail. L'idée, c'était quand même de faire en sorte qu'une femme qui habite sur ce territoire de l'Ouest audois, qui a la possibilité d'être prise en charge au moment de la phase diagnostique, au moment du traitement, de la prise en charge hospitalière, et puis ensuite dans tout ce qui se passe après, puisse l'être, chaque fois que c'est possible, plutôt sur Carcassonne qu'ailleurs. Or, quand on regarde aujourd'hui la façon dont les choses se passent, on constate que 50% des femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein dans l'Aude, dans la partie ouest de l'Aude, ont été opérées ailleurs qu'à Carcassonne. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de concilier cette réflexion autour de l'organisation des parcours avec cette notion de proximité, de coordination des acteurs, et puis au-delà de ça, de la question de la conception du parcours. Là, on peut peut-être y passer tout de suite. La conception du parcours, alors je vous ferai grâce de commenter cette diapositive qui fait un peu la synthèse de la façon dont on a travaillé. On a essayé de modéliser un peu le parcours et puis d'identifier, c'est les points d'exclamation là qui correspondent à chacune de ces étapes, là où ça posait problème, pour tout un tas de raisons. Alors par exemple, dans la phase de l'adressage, je l'ai évoqué tout à l'heure, la question du dépistage, avec des taux de dépistage qui sont significativement inférieurs aux taux de dépistage constatés au niveau national et même, je crois, au niveau régional. Par ailleurs, bon, il y a la question des ressources médicales. Voilà, 3 minutes. Bon. Donc on a essayé de travailler comme ça, et puis ensuite, une fois qu'on l'a fait, on peut peut-être passer à la diapo suivante, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait si on se donne comme ambition d'apporter de la valeur ajoutée, parce que c'était nécessaire aussi, hein. L'objectif de ces réunions entre la ville et l'hôpital, je crois que Michel l'a dit tout à l'heure, ou d'autres intervenants l'ont dit, l'idée c'est d'essayer d'améliorer, de construire la confiance que nous avons les uns avec les autres. Et rien de mieux pour construire cette confiance que de faire des choses ensemble et de s'assurer que à l'issue de ce travail, sur un temps qui n'est pas trop long, on apporte de la valeur ajoutée. Donc voilà ce qu'on a essayé de mettre en place. On a travaillé en particulier sur la question de l'annonce du résultat, en y associant l'ANAPAT et les radiologues également, au moment de la mammographie en particulier. On a constaté, et c'était aussi pour ça qu'on avait démarré sur le cancer du sein, que l'information entre nous, elle passait assez mal. D'ailleurs, je suis allé voir tout à l'heure sur le site santé.fr ce qu'on disait de la prise en charge du cancer du sein sur le territoire. J'ai constaté qu'il y avait 7 références, 3 radiothérapeutes, c'est 3 fois la même, un gastro-entérologue, un urologue sur Carcassonne, et puis, bien heureusement, j'allais dire, l'hôpital et la clinique. Donc il reste encore beaucoup de travail et d'efforts à faire pour parvenir à une information qui soit la plus complète, la plus cohérente possible. Et là, on a travaillé sur un support, voilà, qui est destiné aux professionnels de santé pour expliquer ce que les uns et les autres font. Il y a une question, je vais peut-être terminer là-dessus, parce que c'est peut-être le point le plus important, que les médecins généralistes, sur lesquels les médecins généralistes ont beaucoup insisté. Et tout à l'heure, on parlait de transformation des organisations en santé, la question des parcours, et aujourd'hui on peut convenir quand même qu'il existe certainement des métiers hospitaliers à inventer, à construire, et peut-être que, alors certains ont commencé à le faire, l'idée qu'il puisse y avoir un interlocuteur unique qui soit identifié justement pour être en charge de la coordination du parcours intra-hospitalier, qui soit un trait d'union avec les interlocuteurs de ville au moment de la phase diagnostique, et puis ensuite dans tout ce qui va suivre au moment de la phase de traitement et puis après, c'est certainement quelque chose à inventer. Donc on y travaille. Les systèmes d'information, là aussi, ont fait partie de nos échanges. On s'était dit des séquences courtes. On a terminé la séquence en juin 2019. En arrêtant tout ça, bien entendu, on se donnera le temps de revenir pour savoir si tout ça a apporté la valeur ajoutée que j'évoquais tout à l'heure. Et on va démarrer dans quelques jours une nouvelle séquence autour d'une maladie chronique, autour du diabète, pour essayer de refaire avec un peu la même méthode tout le travail qu'on a fait autour du cancer du sein.
Bien, je passe la parole au docteur Maurice Bensoussan. Donc vous êtes président de l'URPS Médecins Libéraux Occitanie. On parle beaucoup de déserts médicaux en ce moment. Comment se porte votre territoire? Donc vous employez d'emblée un mot qui fâche, hein, dans une matinée qui avait fort bien démarré, puisque la représentante du conseil départemental du Tarn avait parlé d'équité territoriale. Donc je crois qu'il est vraiment essentiel peut-être de revoir un peu cette sémantique, hein, avec tout ce qu'il y a derrière cette notion de désert médical. Et je crois qu'en effet, il s'agit d'assumer nos missions pour assurer une égalité d'accès aux soins et une équité territoriale sur des territoires aussi disparates en Occitanie qui peuvent exister, et pour que les usagers, les citoyens aient vraiment toutes les mêmes chances, quel que soit leur lieu d'exercice. Donc c'est vrai que ce matin, en parlant d'équité territoriale, je crois qu'on est au plus juste des responsabilités partagées et largement partagées qui existent sur cette question de l'accès aux soins, qui est un véritable problème, et qui est un enjeu aujourd'hui très concret, très précis, et sûrement avec des éléments d'inquiétude présents et à venir. Donc c'est juste pour ça. Donc en effet, ça fait partie de nos préoccupations, mais sans aucun doute pas abordé, hein, sous cette notion du désert médical, hein, parce que c'est la question de la planification, de l'attractivité des territoires. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faut brosser, et ce sont des points sur lesquels il faut vraiment se concentrer pour travailler. C'est l'objet, hein, de ce décloisonnement dans lequel on essaie de s'engager, ce qui vient d'être très bien montré par Alain Guillamant et Michel Thirier, c'est-à-dire sur cette originalité en Occitanie d'avoir posé une convention très rapidement, hein, donc il y a 2 ans, hein, entre la FHF et les médecins libéraux. Les médecins libéraux, c'est pas seulement le premier recours, hein, comme ça a pu être dit comme ça tout à l'heure, même si c'est essentiel, parce que sur le premier recours, on voit que les articulations sont extrêmement importantes. C'est s'il y a autant de médecins qui exercent des spécialités non médecine générale en Occitanie qu'il y a de médecins généralistes. Donc ce sont des ressources et des recours qu'il va falloir aussi analyser, utiliser dans cette planification et dans ces organisations que l'on est en train d'essayer de construire. Parce qu'en effet, même si ça procède... On a parlé des CPTS, on pourra en dire un mot. Je ne sais pas si ce sera la réponse, et sûrement pas unique, à la question de l'accès aux soins. Mais néanmoins, on change de paradigme. Et sans aucun doute, pour des praticiens libéraux au sens large, s'engager dans des organisations telles qu'elles ont été tout à l'heure très clairement présentées, c'est peut-être un changement de paradigme. Et on est obligé de faire avec ce changement de paradigme, compte tenu des évolutions qui sont les nôtres aujourd'hui. Et je crois que c'est ce travail-là et dans cette originalité dans lesquels on s'engage. Et là aussi, sans aucun doute, et le représentant de l'agence l'a tout à fait bien précisé et déjà détaillé, hein, dans sa brève introduction ce matin, que l'on a en Occitanie signé cette convention autour des CPTS. Pour l'instant, ça n'existe qu'en Occitanie, cette convention. Cette convention, c'est quoi? C'est de faire confiance aux professionnels libéraux pour tenter de porter des organisations sur les territoires dans un partenariat étroit avec l'assurance maladie, hein, qui a souvent été la grande oubliée, hein, dans l'organisation des soins de notre région quand même. Donc tout d'un coup, voilà, l'amnésie s'efface sans intervention neurologique et nous sommes très contents. Et on va pouvoir enfin travailler avec, bien sûr, l'ARS, c'est indispensable. Mais on va s'appuyer sur les territoires et on va s'appuyer sur les professionnels de santé. Et on a une démarche inter-URPS qui s'appelle le guichet CPTS. Je salue mes collègues présidents, il y en a plusieurs du URPS, et vice-présidents également du URPS qui sont là. Donc les URPS sont très représentés dans cette assistance, avec des collègues médecins qui ont fait le déplacement. Je crois que c'est très important qu'on essaie de réfléchir à comment réellement faire que ces CPTS soient des émanations des besoins des territoires et des populations,
et c'est là où on voit les usagers, et non pas, et ça a été aussi très bien dit tout à l'heure, des modalités top-down qu'on connaît bien, et qu'on connaît bien ici, et qui sont des modèles imposés. Et en effet, c'est très facile de répondre. Alors on a dit 1000 CPTS, on a dit, puis on a dit 2000, donc en effet, on pourra tout à fait annoncer qu'il y en aura 100, et on peut les avoir d'ailleurs, hein, si on s'en tient juste à des aspects comme ça, comptables, et à des choses qui seront des expériences ou des coquilles vides. L'engagement des URPS dans cette affaire, avec les partenaires, c'est pas les partenaires, ce sont des tutelles que sont l'assurance maladie et l'agence, c'est que on puisse laisser le libre choix à chaque professionnel de santé de participer ou de ne pas participer à ces organisations pour rendre service à la population et permettre à la population d'avoir un accès aux soins identique, en égalité, quel que soit leur lieu de vie, que ce soit à Albi ou à Toulouse, où il y a quand même tout ce qu'il faut, ou que ce soit dans des territoires beaucoup plus reculés. Je vais poser une deuxième question qui fâche. Aujourd'hui, les urgences hospitalières sont en crise et beaucoup blâment justement le manque d'engagement des médecins généralistes pour tout ce qui est permanence des soins. Comment réagissez-vous à cela ? Je ne sais pas si c'est beaucoup ou si c'est quelques excités du micro, de la médiatisation ou de pseudo-représentation de quelques groupuscules cloisonnés de pratiques médicales, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut bien clarifier les choses et c'est pour ça que je précisais qu'en Occitanie, nous étions sur d'autres registres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de clivage, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'hostilité. Ça ne veut pas dire qu'à partir des réseaux, nous n'ayons pas eu, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de langue de bois non plus, et que nous n'ayons pas eu quelques conflits autour de la question des réseaux et de la médecine libérale. Hein. C'est pas simple, ça vient pas tout seul. Hein. Il a été présenté tout à l'heure, le RAP 31 a été présenté. Non, il n'y a pas tout le monde, parce que l'URPS n'y est pas au RAP 31. Parce que nous ne sommes pas pour la clinique indirecte, d'accord ? Et nous sommes pour aussi la nécessité de placer chaque professionnel du monde de la santé, donc c'est pas que les professionnels de santé, d'ailleurs ça a été modifié dans le texte de la loi 2016, c'est bien les professionnels de santé, mais chacun a sa place et elle est essentielle, mais à sa juste place, sans confusion. Donc tout ce qui porte la confusion ne nous amène pas à adhérer, à participer. Donc on n'a pas de langue de bois, on n'est pas comme ça d'accord avec toute chose, donc je ne vais pas intervenir tout à l'heure, mais donc il faut bien clarifier les choses. Non, on s'engage. Sur les urgences, en effet, nous n'étions pas mûrs en 2017, et on en a parlé avec notamment Alain Guinamant et d'autres territoires qui étaient intéressés par travailler sur les urgences. Et en effet, je pense que nous n'étions pas prêts, tant à l'hôpital que dans le monde libéral, à pouvoir travailler ce modèle de décloisonnement original que l'on porte dans les coopérations ville-hôpital, FHF, URPS. C'est un peu tôt, peut-être que là il y a un peu le feu au lac actuellement dans les services hospitaliers, donc moi je suis convaincu, vraiment, et d'autres ici présents d'ailleurs le sont aussi, que des solutions existent, des possibilités existent, le dialogue doit exister, et qu'il n'y a pas en effet de possibilité d'aborder le point de vue des urgences si on reste juste dans les raisonnements de M. Pelou et consorts, si vous voulez. Donc cet abord des urgences n'est possible que si l'on considère véritablement ce qu'est la médecine. Qu'est-ce qui est original dans la démarche CPTS ici? C'est qu'on va partir non pas de l'hôpital, mais on va partir du patient, on va partir de la première demande de soins, on va partir de la proximité. Il faut partir de la proximité. On ne peut pas se passer de l'hôpital. On ne peut pas se passer, le témoignage très, très touchant de madame avec d'une médecine extrêmement sophistiquée, ça n'exonère pas qu'il peut y avoir des couacs. Donc on ne peut pas se passer d'une nécessité d'améliorer ces articulations et de travailler sur les coopérations. Nous devons travailler sur les coopérations. Et je suis convaincu que cette question des urgences, ce sera quelque chose que l'on pourra modéliser pour bien montrer comment, en travaillant ensemble, et non pas en ayant l'impression qu'on a trouvé l'étiologie ou l'ennemi héréditaire et idéologique, pour certains, qu'on va régler les questions. Non, en travaillant ensemble, il est sans aucun doute, et on en a travaillé, on est allé d'ailleurs, on était dans un coin assez reculé l'autre jour pour en parler, dans l'Aude et pour pouvoir voir ensemble avec les ressources locales qui sont très inégales d'un endroit à l'autre, comment les professionnels sont prêts à réfléchir ensemble à un problème, sans penser qu'il y a une solution toute faite. Non, on a un problème et on va ensemble essayer de voir comment on traite cette question. Et ce jour-là, donc dans la montagne audoise, il y avait l'agence était là, voilà. Donc des acteurs libéraux, des acteurs hospitaliers se sont déplacés. On a essayé de réfléchir ensemble à régler des problèmes qui vont être très préoccupants. Voilà, donc il est nécessaire vraiment de travailler ensemble sans cette suspicion. Et tout ce qui portera ce type de suspicion
en effet, ben, nous aussi, on a des choses à renvoyer. Donc vous avez parlé de toutes ces questions, justement, de l'importance d'être en réseau, de faire du lien, de travailler avec les autres. Comment ces dispositifs d'appui dont on parle depuis ce matin peuvent vraiment aider le médecin généraliste dans son quotidien, dans sa pratique, et justement avec les autres acteurs du système? Alors vous avez 2 minutes. 2 minutes. C'est largement suffisant. Si on peut rien dire, c'est parfait. Donc, non, c'est la même question, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire, soit, en effet, on construit une maison en commençant par le toit, et puis ça peut être difficile quand même, hein. Soit on construit une maison à partir de fondations. D'accord ? Donc, si on part de l'appui aux généralistes, non pas de l'idée qu'on va les appuyer comme ça sur quelque chose qui va être décidé parce qu'il faut appuyer là-dessus, non. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez identifié quand on a fait dans la convention FHF-URPS? On est parti d'un diagnostic territorial occitan et ensuite très ciblé sur les territoires volontaires. De quoi ont besoin les médecins généralistes à tel endroit? Et là, on va déterminer qu'est-ce qui va être nécessaire dans leur coordination, dans leur coopération pour les appuyer. On a construit à l'envers un peu ici, quand même, pendant un certain temps. Donc je pense ici, maintenant, les outils sont en place, et qu'en effet, on a besoin de structures d'appui. Mais ces structures d'appui doivent réellement venir en appui une fois que les besoins ont été identifiés, et non pas et soit remontés du terrain. Donc il y a un vrai travail de terrain. C'est-à-dire que le fait de travailler ensemble, toutes les URPS, bien sûr impliqués à des degrés divers dans les CPTS. Les médecins, ils vont devoir dire je veux être médecin traitant, je veux faire des soins non programmés. Je veux dire, mais tout le monde s'implique. Il faut travailler tous ensemble, ça ne va pas de soi. C'est un vrai travail. Il faut se donner du temps. L'agence a accepté, et les caisses d'assurance maladie ont accepté qu'on prenne ce temps nécessaire à l'analyse des besoins, territoire par territoire, des forces et des faiblesses, territoire par territoire. Donc l'appui, oui, mais qu'est-ce qu'on va appuyer? Et est-ce que c'est un appui parce qu'il est décidé en haut lieu qu'il faut appuyer là-dessus, ou est-ce que c'est dans un territoire donné, ben on a besoin très précisément d'être aidé là. Et là, sans aucun doute, pour les urgences aussi, on peut travailler autrement et on peut arriver à construire autrement des coopérations et des collaborations. Merci. Alors, dans cette suite d'idées, le docteur Valérie Jacob-Courraza, vous participez à un lien pharmacien-ville-hôpital sur le bassin alésien. Donc, ce lien est coordonné par l'URPS Pharmacien Occitanie et le centre hospitalier d'Alès et soutenu par l'association Reseda. Comment s'est-il construit? Comment vous êtes-vous organisé et quelles ont été les difficultés rencontrées? Merci de me permettre de parler justement de ce lien ville-hôpital. Alors peut-être dans un premier temps vous présenter rapidement le bassin alésien et comment il est organisé. Donc 150 000 habitants, vous l'avez pas, bon c'est pas grave. Donc 150 000 habitants, 96 communes, 2 communautés de communes et un centre hospitalier d'Alès, 850 lits, du MCO, SSR, psychiatrie, EHPAD et maison de retraite. Comment ça s'est passé? En fait, c'est parti, on va dire, d'un contexte favorable avec la création avec la loi HPST et les créations des URPS. Ensuite, les rencontres donc de 2 pharmaciens, un pharmacien d'officine Jean-Pierre Cornu, qui nous a quittés depuis, très actif non seulement dans son officine par rapport au suivi des parcours de ses patients, mais également acteur dans la coordination des soins, parce que président de l'association Reseda, qui est une association de coordination de soins dans le bassin alésien, et également membre de l'URPS pharmacien. Et la rencontre donc de Vincent Bouix, qui est un pharmacien hospitalier en charge de la rétrocession. Donc qui dit rétrocession dit dispensation aux patients de médicaments réservés à l'hôpital, et ce donc pour le retour à domicile. Il faut savoir que souvent le pharmacien d'officine n'est pas informé de ces traitements. Et il n'est pas informé souvent aussi, bien sûr, de l'hospitalisation de ces patients. D'où le risque d'interaction médicamenteuse, d'effets secondaires non anticipés, on va dire, par ces 2 circuits de dispensation.
Donc voilà, une problématique commune pour nous tous. La structuration, donc, elle s'est faite avec une rencontre du centre hospitalier et de l'URPS pharmacien, une convention entre l'URPS pharmacien et l'association Reseda, et surtout, on va dire, l'inscription à un appel à projet de l'ARS sur la coordination des soins dans le cadre du suivi thérapeutique des patients. Ça a vraiment boosté en fait ce lien. La composition, vous l'avez comprise, donc les membres bien sûr des pharmaciens, ville et hôpital, l'URPS pharmacien, le centre hospitalier d'Alès et l'association Reseda. Et chaque membre donc fait partie du comité de pilotage. Les objectifs sont communs, c'est-à-dire d'abord donc bien sûr la continuité, l'efficacité et la sécurité de la prise en charge thérapeutique, et ce en fait en favorisant le décloisonnement, donc en évitant, on en a parlé tout à l'heure, la rupture de soins, en expérimentant des actions et en mettant, on va dire, peut-être en avant aussi des nouvelles missions des pharmaciens qui, entre autres, par rapport à la pharmacie clinique. Alors comment les phases de déploiement en fait de ce lien, c'est parti d'une enquête qui a été envoyée donc aux officinaux et qui faisait remonter les difficultés et les attentes par rapport donc à ces difficultés de lien entre, le cloisonnement qu'il y a entre les deux structures. Et donc, du coup, le comité de pilotage a décidé de faire une réunion plénière avec, bien sûr, les différents membres du comité de pilotage, les pharmaciens, mais également un membre de l'URPS, bien sûr, pharmacien, qui faisait partie du comité de pilotage, mais également un membre de l'ARS et de l'ordre des pharmaciens. De cette réunion, en fait, est née différentes actions. Entre autres, un besoin de communication. Du coup, une mise en place d'une lettre d'information qui était reliée par les grossistes répartiteurs. Ensuite, eh bien, la naissance de groupes de travail, on va en parler tout à l'heure, qui en fait émanait des difficultés rencontrées de terrain des officinaux. La nécessité aussi d'une formation commune pour avoir le même langage. Et puis également l'idée qui était assez novatrice à l'époque, d'un besoin en fait d'avoir les documents de travail accessibles aux professionnels de santé et qui sont encore d'ailleurs hébergés sur le site intranet de l'hôpital. Donc ça, c'était assez novateur pour l'époque. Et oui, j'ai oublié de parler bien sûr du déploiement d'une messagerie sécurisée déjà en 2011 qui paraissait essentielle, qui existait avec ApiCrypt par exemple pour les médecins, et aussi le souhait d'une valorisation de ce temps partagé, parce qu'on sait très bien que pour les libéraux, c'est pas toujours évident de trouver du temps. Il faut trouver des remplaçants pour participer à ces réunions où ça soit aussi bien le soir que dans la journée. Et pour cela, pour le moment, on n'a pas trouvé de solution. Ensuite, une deuxième étape donc, qui a eu lieu 4 ans après donc, la naissance de ce lien, avec un bilan, on va dire, sur le manque, peut-être un essoufflement, sur le manque de coordination technique pharmaceutique. D'où justement l'appel à projet et son inscription, l'appel à projet de l'ARS concernant donc une coordination ville-hôpital et centrée sur le suivi thérapeutique des patients. Donc on a été retenu et on a pu mettre en place donc ce temps pharmacien à raison, c'était à l'époque de 2 demi-journées par semaine sur une année. Ça a vraiment permis de booster en fait ce lien, de coordonner bien sûr les pharmaciens, d'aller à leur rencontre, une refonte de la base de données et aussi la création de comptes, par exemple pour la messagerie sécurisée ou l'accessibilité aussi au site intranet de l'hôpital. Aujourd'hui, donc on n'a plus ce lien de coordination qui a duré une année. Donc on se recentre en fait sur des thématiques de travail et on se rend bien compte de bien sûr la nécessité de mutualiser nos efforts et peut-être aussi de s'ouvrir. Alors vous n'avez pas l'image, si vous avez l'image, c'est parfait. Donc ça c'est vraiment une visualisation un petit peu de comment ça se passe. Donc le patient bien sûr au centre de nos préoccupations. D'un côté la ville avec les pharmaciens d'officine, de l'autre l'hôpital avec la pharmacie usage intérieur, des participations ponctuelles aussi d'infirmiers, libéraux ou hospitaliers,
donc à ces groupes de travail et à l'alimentation du site intranet par des fiches et des consultations. Donc ces fiches sont avisées, on va dire, aussi bien des professionnels de santé que des patients. Donc par exemple sur les thérapies, des chimiothérapies par voie orale, les pharmaciens d'officine peuvent télécharger par exemple des informations aussi bien pour leurs patients que pour eux-mêmes autour de ces thérapeutiques. On favorise bien sûr aussi la communication par des mails cryptés, le téléphone, mais encore aussi malheureusement par fax. Donc par rapport à ces réalisations de groupes de travail, je vais faire le focus sur 3. D'abord le groupe oncologie qui est d'autant plus actif qu'on a beaucoup de thérapeutiques qui étaient réservées à l'hôpital et qui maintenant sont dans le circuit officinal, donc par exemple les chimiothérapies par voie orale, mais également les thérapies de l'hépatite C. Donc ce sont des thérapeutiques, on va dire, très actives et sensibles, très onéreuses aussi. D'où en fait le souhait dès le départ de faire des entretiens pharmaceutiques au sein de l'hôpital. Donc le pharmacien hospitalier reçoit le patient, bien sûr volontaire, qui souhaite avoir des informations un peu plus complètes sur son traitement. Parfois on a un langage et même une communication avec le patient qui est différent. Je vais essayer d'être plus vite. Donc ce groupe oncologie maintenant souhaite effectivement mutualiser ses actions avec d'autres groupes qui existent déjà en Occitanie pour faire des fiches communes et une formation commune aussi bien pour les pharmaciens hospitaliers que les pharmaciens officinaux. Les conciliations médicamenteuses, et j'irai vite là-dessus, sont importantes également, et c'est bien une coordination entre l'hôpital et la ville, et c'est souvent le pharmacien officinal qui a la globalité du traitement du patient. Sur l'hôpital, elles sont ciblées aussi bien en chirurgie qu'au niveau des urgences. Les dispositifs médicaux, je ferai un focus particulier. Donc on a axé notre travail sur un groupe pansement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la ville et aussi bien l'hôpital a des difficultés pour s'y retrouver. Il faut savoir qu'il y a à peu près 800 références. C'est des pansements actifs et on voit la difficulté parfois lors d'une dispensation erronée des retours de patients à l'hôpital et des manques de chance par rapport au traitement. Donc ça a paru important sur une enquête qui a été envoyée aux professionnels avec plus de 150 réponses, dont 94% attendaient vraiment un outil particulier. Donc le groupe de travail a élaboré un outil qui pour l'instant est en attente de financement. Donc je ne sais pas si c'est Isis ou je ne sais pas quelqu'un qui peut nous aider là-dessus. On a demandé à l'école des mines d'Alès de nous réaliser une maquette qui permettrait de visualiser en fait ce que serait cette application, en sachant bien sûr que toutes les données sont déjà disponibles puisque travaillant en amont. Donc ce serait un site internet accessible bien sûr par des codes sur les dispositifs médicaux et sur lesquels donc on aurait l'outil pansement. Et donc pour vous donner à peu près les recherches multicritères possibles, donc aussi bien par les familles, par on va dire les propriétés, par les codes, par les tailles, de multiples recherches possibles qui sont attendues par les professionnels de santé. Et par exemple, si on va sur les alginates, on peut avoir bien sûr la propriété des alginates, mais aussi avoir la globalité des pansements existants sur le marché, avec les tailles, les laboratoires, les différents codes LPP qui sont donc intéressants pour, par exemple, les officinaux au comptoir. Lors de garde, par exemple, on retrouve tout de suite le code et la possibilité aussi de savoir s'il est substituable ou non. Et ça, on sait que c'est important pour pas se tromper et pour savoir si on peut avoir une gamme équivalente ou non au comptoir. Pareil pour les hydrocellulaires adhésifs, par exemple. Les difficultés rencontrées, on a vu tout à l'heure les verrous, et on a le même langage, en tout cas les mêmes difficultés. Et pour utiliser la même sémantique que M. Lamine, le problème de partage, on a vu la difficulté du temps et la valorisation du temps à trouver, et ça c'est important. Au niveau aussi des échanges, on parle de messagerie sécurisée, on en a 2 sur l'Occitanie, des logiciels métiers qui ne se parlent pas forcément, et des modalités de prescription difficiles entre la ville et l'hôpital, on le voit sur les prescriptions de sortie. Une difficulté aussi de rencontrer, de mettre en avant nos projets innovants. On voit pour l'application pansement, certes la CPM nous dit bien anti-gaspi sur les pansements, mais pour l'instant nous on est en recherche de financement par rapport à une mise en place d'un outil vraiment facilitant pour les prescripteurs la dispensation et la recherche de documentation. En conclusion,
On a été précurseur par rapport donc à ce lien ville-hôpital. On a été, j'aime pas dire ce terme modèle, mais un peu quand même par rapport à d'autres organisations, entre autres Béziers et Carcassonne. Une articulation de méthodes de travail innovantes, fédérateur par exemple par rapport au groupe oncologie, novateur, on va dire, par rapport au pansement, une nécessité vraiment de travail partenarial, bon, non seulement un comité de pilotage fort, mais aussi des liens avec la CPM et les ARS, c'est important. Et dans l'avenir proche, l'extension donc à d'autres professionnels de santé, on voit l'intervention des médecins et des infirmiers dans nos groupes de travail. Un besoin d'outils de communication interprofessionnelle, il en existe, il faut encore les adapter. Et puis bien sûr, la nécessité, et on le voit bien sûr aujourd'hui, d'une articulation entre l'hôpital et les CPTS. Voilà, merci. Alors, Isabelle Comte, vous êtes directrice de la CPM du Tarn. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le rôle des caisses dans le système de santé et comment l'assurance maladie favorise la coordination entre les différents acteurs? Alors, la mission socle, la mission de base de l'assurance maladie, vous le savez tous, c'est bien sûr de garantir l'accès aux soins, d'assurer la protection de ses usagers. À titre d'illustration, dans le Tarn, nous accompagnons plus de 290 000 bénéficiaires et bien sûr nous remboursons des soins, des revenus de remplacement et cela représente 1 milliard d'euros à titre d'illustration dans le Tarn en 2018. Mais au-delà de cette mission socle, l'assurance maladie concourt à l'évolution du système de santé et à l'amélioration de son efficacité, et bien sûr en partenariat étroit, en lien étroit avec les professionnels de santé, avec les établissements de santé, avec l'ARS et avec l'ensemble des acteurs concernés. Alors sur la thématique de la coordination en santé, j'ai choisi de vous parler en particulier de la mobilisation de l'assurance maladie autour de 3 enjeux. Alors des enjeux d'ailleurs qui ont été évoqués depuis ce matin. Le premier, c'est la promotion, le développement de l'exercice coordonné. Donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble des points qui ont été développés par le docteur Bensoussan, par le délégué territorial de l'ARS, M. Amoukadour, puisque, cela a été dit, nous avons une convention, c'est tout à fait inédit, vous l'avez souligné, une convention régionale en Occitanie qui a été signée en mars 2019 et qui traduit ce partenariat étroit, puisque nous allons travailler ensemble pour favoriser l'émergence des CPTS et leur développement en Occitanie. Peut-être ce que je souhaite évoquer en particulier, ce sont les accords conventionnels, parce que comment l'assurance maladie peut contribuer à cette évolution du système de santé, c'est bien en liaison avec les professionnels de santé par l'application d'accords conventionnels. Alors ces accords sont négociés au niveau national et ensuite déclinés dans chaque département. Concernant la coordination en santé, je voudrais juste citer 2 accords majeurs. Ce qui est important, c'est que ce sont des accords conventionnels interprofessionnels, donc ça c'est évidemment une avancée très importante. Un premier accord qui a été signé en avril 2017 et qui est un levier pour accompagner les structures pluriprofessionnelles. Dans ce cadre-là, donc nous finançons les structures pluriprofessionnelles et ce financement nous montre, si je cite les chiffres de 2018, à quel point l'exercice regroupé est sur une dynamique très importante, puisque nous avons sur 2018 une rémunération de ces structures qui a augmenté de 30% par rapport à 2017. J'ai pris les chiffres avec moi. 3,2 millions de patients qui ont été pris en charge dans des MSP en 2018. C'est là aussi une augmentation de 33%. Et on a plus de 13 000 professionnels de santé qui exercent dans une MSP, donc c'est plus 34% par rapport à 2017. Donc vous voyez, cet accord conventionnel interprofessionnel, il est venu appuyer et accompagner ces structures. Autre dispositif conventionnel majeur plus récent, et peut-être c'est là-dessus que je ferai un focus rapide, c'est l'accord du 20 juin 2019, donc qui prévoit l'accompagnement des CPTS à compter de septembre.
Alors si vous voulez bien juste, comme j'ai peu de temps, merci. Voilà, juste vous montrer, pour vraiment faire écho avec les propos qui ont été tenus jusqu'ici par les collègues URPS et ARS, c'est que cet accord, il vise à apporter un soutien financier, bien sûr, sous la forme d'un contrat. Et pour faire écho à ce qui a été dit, vous le voyez, il est signé au niveau local, bien sûr. Et au-delà des grands principes qui sont fixés dans l'accord national, le contrat est construit pour chaque communauté pour répondre aux spécificités locales. Donc ce temps de dialogue avec les professionnels de santé que le docteur Bensoussan a évoqué, ce temps de dialogue, il est bien également intégré dans l'accord conventionnel. Et donc nous aurons évidemment à participer avec vous à ce dialogue-là. Donc je crois que sur cet accord conventionnel interprofessionnel, la meilleure illustration, c'est vous montrer que l'assurance maladie, elle décline évidemment cette évolution du système de santé, parfaitement en phase avec cette notion d'adaptation au territoire, à la logique populationnelle et aux spécificités locales du territoire. Alors, il y a 3 missions socles, je ne vais peut-être pas les détailler, je n'aurai pas le temps, et je pense que vous les connaissez, mais à titre d'illustration, sur par exemple l'objectif premier de faciliter l'accès aux soins des patients à travers 2 leviers, faciliter l'accès à un médecin traitant et améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville. Sur la prise en charge des soins non programmés en ville, eh bien, ce sera au niveau de chaque territoire que les modalités de ces missions SOC seront établies. Ce n'est absolument pas un copier-coller d'un accord national qui s'appliquera en local. Donc voilà, c'était évidemment pour illustrer ce paradigme important dans le dialogue avec les professionnels de santé de chaque territoire. Même chose pour le champ de la prévention. L'accord conventionnel interprofessionnel cite un certain nombre de missions de prévention que vous voyez ici. Mais bien évidemment, c'est en fonction de la logique populationnelle qui a été évoquée depuis ce matin, du territoire, que les missions de prévention seront en particulier définies en concertation avec les professionnels de santé. Voilà, donc 2 volets de rémunération qui viendront accompagner à la fois le temps passé à la coordination et puis la rémunération des missions conduites. Deuxième enjeu important qui mobilise l'assurance maladie, c'est l'accélération de la transition numérique du système de santé. Alors, plusieurs sujets qui nous occupent au niveau de l'assurance maladie. En premier lieu, et c'est un sujet qui a été plusieurs fois cité depuis ce matin, le déploiement du dossier médical partagé. Et nous avons également des sujets importants sur la télémédecine, puisque des accords conventionnels, là aussi, sont venus intégrer des actes de téléconsultation et téléexpertise. Le sujet de la prescription électronique, le sujet de la e-carte vitale. Donc voilà, autant de thématiques qui vous montrent que l'assurance maladie est évidemment très mobilisée sur cette transition numérique. Je voudrais juste faire un focus sur le dossier médical partagé. Passer un petit message à Monsieur Lamine, je ne sais pas s'il est encore là. Oui, vous êtes là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont vous avez intégré le sujet du DMP au niveau des différentes situations, aux situations simples à très complexes. Vous avez situé le DMP au niveau des situations complexes. En fait, pour moi, le DMP, ça doit être situé au niveau des situations simples. C'est vraiment la mémoire de la santé qui doit recueillir l'ensemble des informations santé de chaque assuré, de chaque usager, et qui va être utile, y compris dans des situations simples. Donc je me permets de vous suggérer de le... Voilà, compliqué, mais moi je pense que c'est dans toutes les situations finalement. Donc le DMP, donc vous le savez peut-être, le dossier médical partagé est un chantier, ça vous le savez, de longue haleine, on va dire, puisque l'assurance maladie s'est vue confier la responsabilité de la généralisation du DMP assez récemment, en 2016. Donc il y a eu d'abord une phase expérimentale dans 9 départements et nous sommes depuis 2018 dans une phase de généralisation. Et je n'ai plus que 3 minutes. Et tellement de choses à vous dire, donc je vais accélérer. Donc ce DMP, il est donc généralisé. Vous le voyez,
Depuis la généralisation, donc 2018, eh bien une belle accélération, puisque nous avons un nombre important de DMP qui ont été ouverts sur ces derniers mois. L'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment d'ouvrir ces dossiers et ces DMP, mais bien sûr que ces DMP soient alimentés, puisque c'est un outil majeur en termes de coordination en santé, puisqu'il va permettre, notre thématique c'est l'articulation ville-hôpital, et il va notamment permettre toutes ces liaisons en termes de partage de connaissances sur la situation médicale de l'usager. Donc l'enjeu c'est l'alimentation. Là aussi nous avons une évolution qui est notable, puisqu'on a aujourd'hui 7 millions de documents qui ont été intégrés dans le DMP, et je citerai en particulier les établissements hospitaliers, puisqu'on a de nombreux CHU et d'autres établissements hospitaliers qui ont intégré l'alimentation automatique dans le DMP des comptes rendus d'hospitalisation et de documents importants concernant la santé des patients. Voilà. Donc, sur le DMP, je dois vous dire aussi que de nombreux professionnels de santé sont impliqués pour l'ouverture de ces DMP. Je pense en particulier aux pharmaciens, puisqu'aujourd'hui, il y a un tiers des ouvertures de DMP qui se font en officine. Et je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas ouvert leur DMP, de rencontrer pendant ces 2 journées mes collaboratrices qui sont là et qui vous donneront davantage de détails. Voilà. Et un dernier point, alors très rapide, sur un autre enjeu en lien avec la coordination en santé, c'est renforcer l'accès territorial aux soins par des dispositifs qui sont dédiés aux assurés. Là aussi, l'assurance maladie se mobilise, et je vais vous parler très rapidement de la sortie d'hospitalisation, donc notre programme d'accompagnement du retour à domicile PRADO, voilà, qui là concerne une intervention de l'assurance maladie auprès des usagers lors de l'événement particulier qui est la sortie d'hospitalisation. Madame a témoigné tout à l'heure je reprends vos termes, de la solitude au moment de la sortie d'hospitalisation. Donc ce programme, il est destiné à ce que nous puissions faire un lien entre la sortie d'hospitalisation et les soins de ville, puisque, si vous le montrez rapidement, nous avons peut-être la précédente, voilà, nous avons un conseiller de l'assurance maladie qui est un facilitateur entre les professionnels de santé de ville et le patient pour son retour à domicile, puisque nous allons organiser, sur proposition évidemment de l'équipe médicale hospitalière, nous allons proposer d'organiser les rendez-vous avec les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et d'autres professionnels de santé pour faciliter cette prise de rendez-vous et surtout la prise en charge la plus rapide possible à la sortie d'hospitalisation. On passera sur le reste. Une image. Une pour vous montrer simplement les champs d'intervention, la précédente. Trop tard. Les champs d'intervention, voilà, c'était celle d'avant, c'était voilà, la maternité, la chirurgie, la prise en charge des pathologies chroniques, voilà, avec une satisfaction très importante des adhérents, puisque nous sommes présents pour faciliter le retour à domicile. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, il est bientôt 13h, on a le temps pour une voire 2 questions d'1 minute et une réponse d'1 minute. Oui, bonjour, Yves Cahuzac pour le réseau de santé du Gers. Avec le docteur Chaoui, que vous aurez en conférence demain, qui aura plein de choses intéressantes à raconter sur le Gers, on accompagne l'éducation thérapeutique du patient. Alors je reviens un peu en arrière. Je voulais demander à M. Blanc et à Mme Lavaux s'ils avaient travaillé sur ces notions d'éducation thérapeutique du patient, quelle expérience ils en avaient. Et puis une question, comme vous avez compris, je suis de la campagne, alors qu'est-ce que c'est en fait un living lab ? Alors je vous invite à rencontrer M. Blanc pendant le déjeuner, ça vous va ? Qui doit être... voilà, il est là-bas. Est-ce qu'il y en a une dernière question ? Merci. Donc bonjour, donc Sophie Lacouret, je suis directrice de Relais Santé Pyrénées, donc structure dans les Hautes-Pyrénées. J'avais une question par rapport à l'expérimentation Accentis.
sur le lien ville-hôpital, la connexion entre les filières du GHT et la ville de l'autre côté, notamment avec l'URPS. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est une expérimentation qui a été faite sur l'Ouest audois, et c'est une expérimentation qui doit être déclinée sur d'autres territoires. Alors, je l'ai un peu dit, il y a 3 territoires qui ont porté cette réflexion, le Tarn-et-Garonne, entre notamment le centre hospitalier de Montauban et de Moissac. Ils ont travaillé plutôt sur un axe de communication avec les médecins libéraux. En ce qui concerne l'Hérault, l'Est-Hérault et le Sud-Aveyron, c'est le CHU de Montpellier qui a travaillé notamment avec la médecine ambulatoire sur l'accès aux soins en pédopsychiatrie. Donc ils ont un programme d'impulsion, on a appelé ça des programmes d'impulsion qui ont été signés d'ailleurs, et donc celui de l'autre dont on a parlé. Il y en a 2 qui sont probablement en validation, donc il faut que les instances le valident. Et donc l'idée c'est d'essaimer en fait ces accompagnements sur l'ensemble des territoires de la région, qui peuvent être soit des territoires qui épousent le contour du GHT ou du département, ça peut arriver assez souvent en fait dans notre région, soit d'un bassin particulier de santé, parce qu'on considère qu'à ce niveau-là, il y a suffisamment matière à faire et qu'on peut le faire. On ne définit pas, si vous voulez, les territoires en disant abrupto, c'est la taille d'un département. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essaimer ces expérimentations et de faire en sorte que petit à petit, ces 2 acteurs qui concernent la ville et l'hôpital participent eux-mêmes à co-construire et à conduire des projets ensemble. Merci. Donc merci beaucoup, merci pour votre attention, merci aux intervenants pour cette table ronde très riche.